Paris, une année après la vibration. Ce matin-là, non loin des bâtiments de la cité universitaire, juste derrière le boulevard Jourdan, un soleil pâle jetait ses premiers rayons sur un étrange cortège. 9 hommes et femmes, tous algériens ou d'origine algérienne, attendaient fébrilement l'arrivée du consul d'Algérie en France, Hassim Djermouni. Tous étaient conscients des dangers qu'ils allaient devoir affronter dans les prochains mois. L'ambiance était tendue, fébrile, quand un bruit fit sursauter le groupe. À l'angle d'une rue, le consul surgit soudainement, tirant une carriole en compagnie d'un vieil homme et d'un mulet. Soulagement général. L'expédition pouvait enfin débuter. Tout en s'approchant, Hassim ruminait plusieurs pensées, se disant qu'il aurait dû partir plus tôt. La téléportation de Paris en 1328 avait été dure pour tout le monde, mais l'avait été encore plus pour les nombreux étrangers ou touristes de passage dans la capitale. Lors de la vibration, nombre d'entre eux avaient immédiatement perdu toute possibilité de revoir leur pays d'origine. Les Américains n'allaient sûrement pas entamer une traversée de l'Atlantique pour revenir sur un continent précolonial, tandis que pour les Asiatiques, partir en expédition sur des routes de la soie extrêmement dangereuses, et ce pour des années, simplement pour retourner vivre dans l'Asie médiévale, n'était pas une très bonne décision quand on comparait les bénéfices et les risques. Pour les Maghrébins, par contre, le retour aux sources, le retour au bled, pouvait faire sens, pour des raisons de proximité géographique, mais aussi pour la religion. Certes, les Parisiens du XXIe siècle étaient accoutumés à partager leur ville avec une communauté musulmane importante, mais il en était différemment des millions de médiévaux catholiques qui, désormais, les entouraient. Les paysans étaient en général inoffensifs, ou se contentaient de les ignorer. Mais depuis l'accord que la papauté avait passé avec le gouvernement parisien, suite à la bataille entre le roi Philippe VI et son frère, c'était cette fois-ci de nombreux nobles, ainsi qu'un clergé médiéval rigoriste, qui avait fait son apparition dans Paris, et qui, chaque jour, se montrait de plus en plus ostensiblement. Selon l'accord, les catholiques de la ville étaient retombés sous l'autorité du Saint-Siège d'Avignon, alors que musulmans, juifs et autres pratiquants gardaient le droit d'exercer leur culte dans Paris, à condition de ne faire aucun prosélytisme en dehors. Dans les faits, même si pour l'instant aucun abus n'avait été constaté, l'arrivée en plein Paris de ce clergé médiéval peu amène envers l'islam avait fait réfléchir plus d'un musulman. Ainsi, certains avaient fini par se décider à franchir le pas, et à tout faire pour revenir en terre d'islam, même en plein milieu du Moyen-Âge. Le consul Hassim Djermouni, lui, n'était religieux que pour la forme, et souhaitait avant tout entreprendre ce voyage pour des raisons culturelles. Passionné d'histoire, le diplomate y voyait l'opportunité de découvrir la richesse de la civilisation de ses ancêtres et d'apporter ses connaissances modernes afin de la faire rayonner. Privé de toute utilité et de tout statut dans le Paris hybride moderne et médiéval qui se dessinait, il avait décidé de tenter d'acquérir un statut dans un environnement qu'il pensait plus familier. Ainsi, il avait organisé cette expédition qui devait le ramener lui, ainsi que 9 autres de ses compatriotes, en plein milieu de l'Algérie du XIVe siècle. L'entreprise était risquée, presque suicidaire. Partir en vadrouille en pleine France du Moyen-Âge, pour embarquer vers la riche Alger, et ce en compagnie d'un cortège d'Algériens ne manquerait pas d'attirer les ennuis. Mais Hassim avait par miracle réussi à trouver une solution. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il dormait sur un des canapés de son consulat, un vieux médiéval s'était introduit chez lui afin de passer la nuit. Réveillé brusquement par l'intrusion, Hassim avait hurlé en arabe pour le faire fuir, ce qui, étrangement, avait eu l'effet inverse que d'habitude. Pour une fois, l'intrus le comprenait. Dans la conversation qui suivit, un mélange d'arabe ancien et de langue des signes, le consul apprit que cet homme, qui affichait une bonne 60aine d'années, était un vieux juif médiéval originaire de Paris. Celui-ci en avait été expulsé par un édit de Philippe le Bel, il y a de cela plusieurs décennies, et avait entrepris un grand voyage vers Oran, où il était demeuré quelque temps et avait appris l'arabe. Après quelque temps, il avait pris la décision de revenir à Paris, pour retrouver sa famille afin qu'il s'occupe de lui durant ses vieux jours. Seulement, étant donné que le Paris qu'il recherchait avait été remplacé par cette ville très étonnante, il s'était retrouvé bredouille, sans sa famille, et cherchait maintenant les moyens, ainsi qu'une escorte, pour s'en retourner au Maghreb. L'homme connaissait le chemin, et parlait l'ancien français. Une aubaine pour Hassim, qui après l'avoir hébergé, lui proposa de l'accompagner dans son voyage avec quelques volontaires de sa connaissance. L'occasion était trop belle, ce guide était une aubaine, et chacun y gagnerait dans cet arrangement. Le temps de préparer les provisions, de trouver une charrette et un mulet, et ce singulier petit groupe, composé d'un juif médiéval, d'un ancien diplomate algérien et 9 de ses compatriotes, sortit par une petite rue non surveillée au sud de Paris, pour se mettre en route sur les très caillouteux chemins médiévaux du royaume de France. Le vieux juif avait aidé les Algériens à mettre en place leur couverture. Ceux-ci allaient tous devoir se faire passer pour des membres de sa communauté, et ce jusqu'à ce qu'ils réussissent à sortir du monde chrétien.
Tolérés par intermittence, mais tout de même rejetés par la plus grande partie de la population, les Juifs avaient été nombreux à fuir vers l'Espagne ou le Maghreb tout au long du XIVe siècle. Néanmoins, il était préférable d'être juif plutôt que musulman dans l'Europe médiévale, car les Israélites disposaient d'un statut spécial, inférieur aux catholiques certes, mais plus ou moins protégés en tant que peuple témoin de l'arrivée du Christ sur terre. Les musulmans, par contre, n'étaient tolérés que dans de rares villes commerciales ou étudiantes depuis le début des croisades et de la Reconquista. Personne ne se mettrait sur le chemin d'une bande de 11 juifs cherchant à quitter le royaume de France pour le Maghreb. Peut-être même, se disait Hassim, qu'on les aiderait à partir plus vite. Ainsi, dès le début du chemin, Hassim Djermouni et les 9 Algériens qui l'accompagnaient durent apprendre en 4e vitesse à ressembler à des juifs passables, afin de traverser le royaume sans encombre. Mais cette couverture ne plaisait pas à tout le monde, et le convoi perdit un premier membre lorsqu'un homme refusa obstinément de se faire passer pour un juif, arguant que ce que subissaient les Palestiniens au Moyen-Orient l'empêchait en âme et conscience de se faire passer pour un Israélite. Ses compatriotes eurent beau lui dire qu'en 1328, Israël n'existait pas et que cette rivalité religieuse n'avait pas lieu d'être, l'homme n'en démordit pas et préféra rester à Paris. Après 3 kilomètres de marche seulement, il n'était plus que 10. Pas grave, il n'en serait que plus rapide. Le plan établi par Hassim et le vieux juif était simple. Au sortir de Paris, se faire tout petit et voyager à travers le Gâtinais jusqu'à Montargis. De là, trouver une caravane pour voyager vers Bourges, puis Clermont-Ferrand à travers la Grande Route. Après une halte à Clermont pour récupérer des provisions, le but était d'emprunter une vieille voie romaine vers Nîmes et éviter au maximum tout contact, car la population et les seigneurs locaux étaient réputés pour être peu amènes envers des étrangers, quels qu'ils soient. Enfin, de Nîmes, prendre la route jusqu'à Narbonne, où les attendait un ami du vieux juif. Il faudrait ensuite le payer avec des objets ramenés de Paris, soit tous les bijoux qu'avaient pu récolter les membres du groupe, puis monter dans son bateau, qui enfin les emmènerait en terre d'islam. Le plan était risqué, mais faisable. Seulement, ni Hassim, ni le vieux juif ne s'attendaient à ce que leur projet vole en éclats si rapidement. La route était irrégulière, pleine de trous et de flaques. Au cœur de la nuit qui tombait, les membres de la troupe avançaient en silence, mus par la même obstination féroce. Bientôt, une épaisse obscurité tomba sur la campagne médiévale, et les Parisiens durent sortir de leur besace plusieurs lampes torches, qui leur permettraient de voyager de nuit. Durant les premiers jours, la majorité du voyage se ferait dans l'obscurité, afin de minimiser les risques de se faire repérer par les gens du cru, qui étaient souvent les plus vindicatifs à l'égard des Parisiens, malgré l'alliance de la ville avec le roi. La raison, la famine qu'avait provoquée l'arrivée de Paris en 1328, qui avait laissé des séquelles dans toute la région. 2 jours passèrent sans incident. Hassim et ses comparses ne s'arrêtaient le jour que pour manger et dormir un peu au milieu de la forêt, loin des villages et des centres urbains. C'est le 3e jour que le plan finit par rencontrer son premier accroc. En plein milieu de la nuit, à la lueur des lampes torches, les Algériens et le vieux juif virent débouler en plein milieu du chemin 2 paysans médiévaux qui leur barrèrent la route. 2 fiers à bras, sûrement des braconniers, qui avaient aperçu la lueur des torches au loin, et qui avaient flairé la bonne affaire. Leur apparence était singulière, un mélange de vieilles hardes médiévales et d'habits modernes, des t-shirts Célio, plus exactement, sûrement récupérés auprès d'un marchand. L'un d'eux se fendit d'un « bonjour monsieur », en un français moderne presque sans accent. Après plus d'1 an de cohabitation entre médiévaux et parisiens, les vêtements, le langage et parfois la technologie s'étaient mélangés autour de Paris. Ainsi, le plus grand des 2 paysans s'adressa au vieux juif dans un mélange de français moderne et d'ancien français. Les 2 coquins avaient deviné que les hommes et femmes qu'ils avaient en face d'eux étaient parisiens. Malgré les dénégations de l'ancien, les paysans firent la liste de ce qui leur paraissait suspect. Les lampes torches déjà, puis surtout leur apparence physique. Les Parisiens étaient en effet plus grands que la moyenne des médiévaux, et dans ce cas précis, bien plus basanés aussi. L'un des 2 médiévaux claironna qu'il reconnaissait en eux non seulement des Parisiens, mais des Parisiens mahométans. Le prosélytisme étant interdit, selon l'accord, ils exigeaient argent et objets afin de ne pas aller raconter à leur seigneur ce qu'ils venaient de voir. Mais soudain, 2 des Algériens, qui s'étaient consultés à voix basse, foncèrent sans un bruit en direction des médiévaux, dans le but de les maîtriser. Une brève lutte s'ensuivit. Mais malheureusement, un des paysans sortit un couteau, et eut le temps non seulement de le planter dans la gorge d'un des Algériens, et de faire une longue estafilade à la cuisse à l'autre, juste avant que tout le reste de la troupe ne leur tombe dessus. Gargouillant piteusement, l'homme blessé à la gorge, un certain Sofiane, mourut presque instantanément. Il n'était plus que 9. Une fois les paysans maîtrisés, le vieux juif leva bien haut son lourd bâton de marche
Et sous les yeux horrifiés d'Asim, l'asséna à de multiples reprises sur la tête des médiévaux. Il était certes cruel de tuer des hommes désarmés, mais il ne fallait prendre aucun risque. Après les avoir enterrés, la troupe, choquée, reprit son périple. Un jour passa, puis 2, puis 3, et l'état de l'homme blessé à la cuisse, Adel, de son prénom, ne faisait qu'empirer. La corruption s'étendait le long de sa blessure, trop vite pour qu'on puisse l'amputer. Son désinfectant, Adel finit par mourir de la gangrène 3 jours plus tard. Il n'était plus que 8. Le périple tournait déjà au cauchemar, mais les Algériens n'étaient pas au bout de leur surprise. Un matin, Asim aperçut la forêt du Gâtinais, bien plus grande que son équivalent moderne. Ils allaient devoir entamer une traversée dangereuse et fatigante, à camper dehors dans le froid. Mais malgré les morts, malgré les dures conditions de voyage, la perspective pour chacun de se retrouver en terre d'islam faisait taire toutes les douleurs. Mais 2 jours après le début de la traversée du Gâtinais, une des femmes du groupe, Inès, disparut une nuit sans laisser de traces. Terrifié, le vieux juif expliqua à Asim qu'une grande bataille avait eu lieu dans cette forêt, il y eut fort longtemps, entre les princesses Frédégonde et Brunehaut. Selon les locaux, les fantômes des milliers de cadavres laissés sur place suite au carnage avaient fait de la forêt un lieu maudit, et il se disait que ces spectres faisaient disparaître les voyageurs imprudents. Ce n'était que superstition, certes, mais le groupe ne demanda pas son reste, et après une demi-journée de recherche, finit par décamper. Il n'était plus que 7. Ce fut un cortège épuisé qui arriva un beau matin à Montargis, loin de Paris. Dans l'agitation de la foule, ils passèrent heureusement inaperçus. Le vieux juif les guida dans un quartier miteux de la ville, où une vieille Israélite, Myriam, les accueillit avec chaleur, ne posant aucune question et leur procurant, si ce n'est un lit, au moins une poignée de paille fraîche où se reposer. Pour la première fois depuis des semaines, Asim et ses compatriotes purent goûter à la joie d'un repas chaud et d'un foyer accueillant. Le lendemain, le vieux juif négocia auprès du représentant de la guilde des marchands une place dans une caravane de voyageurs qui partait vers Clermont-Ferrand. Le surlendemain, il fallut partir. Les adieux à Myriam se firent dans les larmes, et la vieille dame leur souhaita bon voyage. Les Algériens rejoignirent un convoi d'une trentaine de voyageurs. Marchands, troubadours, paysans s'en retournant dans leur village, la population était bariolée et ne s'était regroupée que par nécessité. Depuis l'arrivée de Paris en 1328 et les troubles qui s'en étaient ensuivis, l'autorité du roi et des seigneurs s'était étiolée partout, et de nombreux bandits écumaient les routes et les campagnes. Néanmoins, pour la plus grande partie du trajet, et malgré quelques altercations, on les laissa tranquilles. La plupart des autres voyageurs les regardaient avec méfiance et les évitaient. Et seuls les quelques ménestrels, qui connaissaient eux aussi les affres d'une vie en marge de la société, égayèrent les Algériens de leur chance et de leur pitrerie. Asim, de son côté, en tant qu'homme éduqué, faisait tout son possible pour apprendre à parler comme les médiévaux. Mais le sort joua encore une fois en défaveur du groupe. En plein milieu du voyage, le chef de la caravane vint voir le vieux juif pour lui parler d'un problème pressant. Le soir, avant de se coucher, il avait aperçu une des femmes du groupe faire sa prière, tournée vers la Mecque. Pour le caravanier, il avait déjà été assez compliqué d'accepter des juifs dans son convoi, mais alors si les étranges hommes et femmes basanés à la peau trop lisse étaient en fait musulmans, alors il fallait payer plus. Le caravanier exigea une somme ahurissante, menaçant de les abandonner sur place s'ils n'étaient pas payés. Après une concertation collective, Asim finit par donner à contre-cœur les bijoux avec lesquels il comptait payer leur traversée de la Méditerranée. Arrivé à Clermont-Ferrand, après quelques semaines de voyage, le petit groupe n'avait plus d'argent, plus d'objets, et nulle part où aller. Le langage local était à réapprendre, car ici on parlait l'occitan. Le vieux juif ne connaissait personne sur place, et les hospices du coin, où pouvaient dormir les mendiants et autres vagabonds, étaient déjà pleins à craquer. Après une nuit horrible passée dans la rue, ils durent se résoudre à mendier pour avoir de quoi s'acheter à manger. Seulement, la pègre locale ne vit pas d'un bon œil l'arrivée de ces étrangers sur le marché de la misère, marché qu'il contrôlait d'une main de fer, et sur lequel il se faisait verser un fort dividende par tous les gueux de la ville. Un beau matin, Lina, une des femmes du groupe qui faisait la manche près du marché, fut tabassée à mort par 2 gros bras armés de bâtons cloutés, en guise d'exemple. La garde de la ville, prévenue par le vieux juif, ne bougea pas d'un pouce. Les affaires des gueux n'étaient pour eux d'aucune importance. Ainsi, au bout d'une semaine horrible passée à errer dans les rues de Clermont, la faim au ventre et la peur aux tripes, il n'était plus que 6. Les criminels qui avaient assassiné leurs camarades venaient chaque jour prendre une part de leurs recettes et lorgnaient de manière très prononcée sur les femmes du groupe. Leur expédition était littéralement devenue un cauchemar éveillé. Chaque soir,
Assim, Walid, Dounia, Nour, Youssef, et même le vieux juif, que les autres membres du groupe avaient fini par appeler Papa, priaient la Providence de leur apporter un miracle. Un miracle qui apparut un matin sous la forme d'un moine replé. Frère Basile, comme il se présenta. Celui-ci avait entendu parler des malheurs qui frappaient la petite troupe de juifs basanés qui depuis une semaine mendiaient dans les rues. Les prenant en pitié, frère Basile les mena dans l'abbaye bénédictine de Saint-Alyre, où il leur procura un endroit où dormir et de quoi se restaurer en échange de leurs bras. Même si vous n'êtes point chrétien, serinait frère Basile à longueur de journée, Dieu est présent en chaque être, et chaque âme sauvée est un pas de plus vers le salut éternel. Frère Basile exigeait d'eux de travailler dur, au champ, à la cuisine ou au métier à tisser pour les femmes. Il exigeait également que le petit groupe assiste et participe chaque jour aux offices des moines, en échange du gîte et du couvert. Une offre qu'ils s'empressèrent tous d'accepter, tant les épreuves qu'ils venaient de vivre avaient été éprouvantes. Ainsi, Assim et ses compatriotes passèrent plusieurs semaines dans ce monastère, au rythme du travail et des messes, qui leur permirent de se ragaillardir, et pour l'ancien consul, de parfaire son apprentissage de l'occitan. Un mois plus tard, il fut temps de partir. On remercia chaleureusement frère Basile, qui leur procura des provisions, un petit pécule, et leur souhaita bon vent. On finit par accepter la volonté de Walid et de Dounia, gagnée par la vie paisible des moines, qui préférèrent rester sur place, se marier et se convertir au catholicisme, en prenant le nom de Noël et d'Eudoxie, soit l'équivalent chrétien de Walid et Dounia. Un souhait difficile à accepter pour Nour et Youssef, mais compréhensible vu les épreuves traversées et le havre de paix qu'était ce monastère bénédictin. En partant de Clermont, il n'était plus que 4. Assim, Nour, Youssef et Papa le vieux juif. La parenthèse qu'avait représenté le séjour au monastère refit très vite place aux vicissitudes du chemin. La voie romaine qu'ils avaient empruntée pour se rendre à Nîmes était assez sûre, mais très difficilement praticable. Le chemin était long, poussiéreux, inégal. Les foulées étaient traîtres, et plus d'une fois, Assim faillit terminer avec une belle entorse. Mais le pire, c'était le soleil auvergnat. On suait à grosses gouttes, et il fallait attendre d'arriver dans de trop rares auberges ou villages pour pouvoir remplir leur gourde en peau d'une eau potable. L'avantage étant que dans cette partie sud du royaume de France, leur teint basané n'attirait plus la curiosité. Menacés par la déshydratation, on finit par se résoudre à acheter du vin. Au Moyen-Âge, l'alcool était le moyen le plus pratique de tuer les mauvaises bactéries. Mais le vin était aussi un breuvage interdit dans l'islam. Nour et Assim n'eurent pas de mal à faire une exception pour le voyage. Mais Youssef, extrêmement pratiquant, refusa obstinément de boire du vin et ne put pas faire bouillir toute l'eau qu'il buvait. Celui-ci finit par tomber malade, après s'être abreuvé dans une rivière passant près d'une tannerie. Une combinaison de produits chimiques et de bactéries déclenchèrent chez lui de violents maux de ventre qui le firent se vider ses intestins tous les 200 mètres. Malgré les meilleurs efforts de ses compagnons pour prendre soin de lui, Youssef refusa jusqu'au bout de boire de l'alcool et finit par s'éteindre dans la nuit, épuisé par la déshydratation. Il n'était plus que 3. Comme un malheur n'arrive jamais seul, ils furent attaqués 2 semaines plus tard, non loin de Nîmes, par une troupe de bandits. La route était supposée être sûre pourtant. Le patron de la dernière auberge où ils avaient dormi le leur avait assuré. Mais alors que les brigands sortaient à petits pas des fourrés, le vieux juif dit à Assim que c'était certainement le patron de l'auberge qui avait indiqué leur passage aux bandits. Assim et Papa le vieux juif s'étaient saisis de leurs bâtons, mais ils ne faisaient guère le poids face à une dizaine de bandits armés jusqu'aux dents. Dans un soupir, Papa glissa à Assim de sauver Nour, lui-même étant incapable de courir très longtemps. Si celle-ci était capturée, son sort ne faisait aucun doute, et elle était certaine de souffrir très longtemps avant de mourir. La mort dans l'âme, Assim finit par se résoudre à abandonner Papa, afin de sauver ce qui pouvait l'être. Lors de sa fuite, il jeta un dernier regard derrière lui, pour voir le vieil homme faire tournoyer son bâton dans de grands gestes, afin de les couvrir. Alors que des sifflements se faisaient entendre autour d'eux, Assim et Nour, les larmes aux yeux, se mirent à courir, courir et courir encore. Et lorsque Nour s'effondra, Assim la prit sur son dos et continua jusqu'à l'épuisement. Ils s'évanouirent de fatigue dans un bosquet. Épuisés, morts de douleur et de chagrin suite à la mort de Papa. Pourquoi n'étaient-ils pas restés à Paris? Comment avaient-ils pu croire une seule seconde qu'ils étaient capables de traverser la France médiévale à pied pour rejoindre l'Algérie? Mis à part une lampe torche presque déchargée et un peu de vin, ils n'avaient plus rien et ils ne pouvaient plus faire demi-tour. Ils n'étaient plus que 2. L'expédition était un fiasco. Au petit matin, Assim finit par émerger d'un sommeil tourmenté et trouva Nour inerte à ses côtés.
Elle était morte. Un carreau d'arbalète lui avait transpercé le dos lors de leur fuite, et sans le savoir, Assim avait transporté un cadavre en courant durant des kilomètres. Il était désormais seul. Seul, aéré, à moitié fou, s'accrochant à sa lampe torche tel un démon, l'ancien consul d'Algérie en France, Assim Germouni, parcourait la garrigue en titubant, le corps et l'esprit brisés par son improbable voyage en pleine France médiévale. Après 2 jours d'errance, il finit par tomber sur des paysans qui, intrigués par son aspect, ses propos et l'étrange objet qu'il tenait dans ses mains, lui donnèrent à boire, à manger et décidèrent de l'emmener devant le seigneur de Bussargues. On l'accompagna à l'intérieur d'un petit château, où on le présenta au maître des lieux. À moitié avachi sur son siège, le seigneur de Bussargues considérait d'un air interloqué l'homme qu'on lui avait amené. Qu'était-il donc? Un sarrasin? Que faisait-il à courir la garrigue comme un fada, avec une chaleur pareille, et cet étrange objet de métal? Le seigneur l'avait tourné et retourné, et à force de le manipuler, avait fini par produire de la lumière avec. Était-ce sorcellerie, ou bien des artifices des habitants de la ville maudite qu'on disait avoir remplacé Paris? On tenta de poser des questions à Assim, qui répondit dans des bribes d'occitan, en donnant son nom, sa qualité de consul, sa religion, son origine parisienne, ainsi que le souhait d'aller dans la ville d'Alger. En entendant cela, le seigneur de Bussargues cracha par terre. Son père était mort lors de la prise de Saint-Jean d'Acre par les musulmans, il y a de ça plusieurs années. Ce mahométan parisien ne lui était donc guère sympathique, mais il pouvait se révéler utile. Quelques mois plus tôt, son petit cousin avait été capturé par une razzia de pirates berbères, certainement pour être vendu comme esclave en Afrique du Nord. Ce Assim, en tant que parisien mahométan, pourrait être une monnaie d'échange considérable afin de récupérer le garçon. Le seigneur de Bussargues était certain qu'on avait entendu parler de la ville qui avait remplacé Paris au Maghreb, et les puissants de là-bas paieraient sûrement grand prix pour avoir en leur possession un de ces Parisiens si intrigants. Ainsi, après quelques mois passés dans une cellule sombre et froide, l'échange fut arrangé grâce à un intermédiaire. Un juif, bien entendu, car en ces temps troublés, cette communauté servait souvent de passerelle entre le monde chrétien et le monde musulman. Après un voyage en carriole jusqu'à Montpellier, Assim fut donc échangé à des pirates berbères contre le petit cousin du seigneur de Bussargues, lors d'une transaction secrète qui se déroula loin de la ville. Apparemment, un riche et puissant commanditaire avait tout fait pour qu'on lui ramène Assim. Seulement, l'ancien consul, qui se morfondait toujours dans un profond désespoir, ne savait pas qui. Comparé à tout ce qu'il avait pu vivre ces derniers mois, la traversée de la Méditerranée fut relativement paisible. Les pirates berbères le traitèrent convenablement, mais restaient méfiants à son égard. Bien que aussi musulmans, les berbères de cette époque ne voyaient pas forcément d'un bon œil l'arabisation progressive de leur contrée. Or, Assim ne parlait que l'arabe algérien et l'arabe classique, ce qui lui permettait de se faire comprendre, mais pas de gagner la confiance des fiers berbères qui peuplaient le navire. Ainsi, Assim passait ses journées à ressasser les événements de ces derniers mois, la disparition de Sofiane, d'Adèle, d'Inès, de Lina, de Youssef, de Nour et de Papa le vieux juif, la décision de Walid et de Dounia de rester dans le monastère, tout ce chemin parcouru, toutes ces épreuves que le ciel lui avait envoyées. Le soir, alors qu'il tentait de trouver le sommeil, au milieu de 20 berbères ronflant comme des réacteurs d'avion, Assim se demandait s'il n'aurait pas mieux fait de rester à Paris. Au final, ne partageait-il pas plus de choses avec les Français modernes qu'avec les Algériens du Moyen-Âge? Un matin, Assim fut réveillé par 2 grands cris. Il venait d'arriver. Se levant, l'ancien consul se précipita dehors et s'appuya au bastingage. Et ce qu'il vit le souffla. Un port bondé, de grands bâtiments, une foule grouillante et métissée, de grandes murailles bouchant un horizon ensoleillé. Assim en était sûr. Il avait étudié de trop nombreuses gravures, lu des descriptions trop détaillées pour ne pas reconnaître la ville qu'il avait devant les yeux. La version médiévale de Béjaïa, autrement connue comme la ville de Bougie. Les larmes aux yeux, Assim tomba à genoux et remercia le ciel. Il était enfin arrivé en Algérie. Son expédition n'avait au final pas été vaine. Les pirates berbères le débarquèrent avec hâte et le remirent à un détachement de gardes qui s'empressèrent de l'escorter dans les rues de la ville. Fasciné, Assim se laissa transporter par l'ambiance qui régnait ici, par les senteurs qui émanaient des marchés. Des animaux extrêmement rares au XXIe siècle évoluaient ici dans 2 grandes cages afin de distraire les passants. Puis voir la population hétéroclite qui évoluait à grand bruit dans les passages et les ruelles. Arabes, berbères, mais aussi juifs et morisques, ces Espagnols convertis à l'islam, évoluaient dans un balai de tenues bigarrées et s'interpellaient dans 10 langues différentes. Au cœur du commerce méditerranéen, la ville de Béjaïa était un haut lieu de la science islamique et du développement sociétal.
Assim le savait déjà bien entendu, mais le voir de ses yeux avait tout de même quelque chose d'extraordinaire. On l'amena devant la grande porte du palais de la ville, où ce qui avait l'air d'être un haut dignitaire vint lui parler. L'homme se présenta comme le vizir du dirigeant hafside Abou Yaha Abou Bakr al-Moutawakil, dirigeant unanimement respecté d'Alger à Tripoli. Assim se confondit en marque de respect, ce qui fit hausser les sourcils du dignitaire, probablement peu habitué à l'accent moderne de l'ancien consul. Le vizir l'arrêta d'un geste. « Point d'inquiétude, vous n'êtes pas en tort, lui dit-il. Le sultan a entendu parler de la ville d'où vous venez, et a appris que de nombreux frères dans l'islam y résidaient. Son Excellence a grand hâte d'entendre votre récit et vos enseignements. Il espère que vos connaissances venues d'ailleurs pourront servir ses intérêts, ainsi que ceux de son sultanat. » Le vizir fit un signe de la main, et devant les yeux écarquillés d'Asim, la grande porte s'ouvrit pour dévoiler l'intérieur d'un riche et immense palais. Le voyage venait de se terminer. Assim avait enfin atteint son but. Et voilà donc, chers abonnés et spectateurs, la fin de ce spin-off de Paris 1328. Un spin-off du coup que j'ai réalisé pour vous faire un peu patienter en attendant la sortie de la saison 3 qui est prévue, ne vous inquiétez pas. Faut savoir que depuis quelques mois, je suis en train d'écrire le livre Paris 1328 et que mon plan, pour être tout à fait honnête avec vous, était de faire coïncider la sortie de la saison 3 avec la sortie du livre, histoire de faire connaître ce livre de manière un peu plus facile. Donc concernant la temporalité de la sortie, je ne peux pas vous dire à l'instant d'enregistrement de cette vidéo quand est-ce que le livre et la saison 3 sortiront. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que le livre est écrit aux 2/3 et que le temps de trouver un éditeur, de corriger, de relire, enfin voilà, de faire tout ce travail très très chiant de relecture du livre, eh bien tout cela fera que ne vous attendez pas à une suite avant l'année prochaine. Je ferai peut-être d'autres spin-offs dans l'univers de Paris 1328 pour vous faire patienter, mais en attendant, prenez votre mal en patience. Et j'espère que lorsque le livre et la saison 3 sortiront, vous ne serez pas déçus. En attendant, n'hésitez pas à regarder et à re-regarder l'intégrale de la saison 1 et de la saison 2. Et écoutez, en attendant l'arrivée de la saison 3, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.